Non, 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 mais c'est hyper dense. Et on est parti sur ce format différent des formats habituels, qui est celui un peu d'un marathon des études sur une courte période. Voilà. Donc, alors moi, j'ai le plaisir de finir. Donc, je vais partager avec vous les quelques items clés en Rythmo, sachant que l'ACC n'est pas traditionnellement en congrès de Rythmo. Il y a eu ERA en même temps. Donc, je pense qu'on fera un webinaire spécial. Il va y avoir HRS au mois de mai. Je pense qu'on fera un webinaire spécial, peut-être en combinant les deux. Alors, en Rythmo, il y a une étude. Alors, ça, on s'intéresse beaucoup aux moniteurs cardiaques implantables, c'est les fameux Holter implantables qui sont de petite taille. Ça, c'est une étude qui a été faite avec un de ces moniteurs qui s'appelle Biomonitor 3. Okay. Et ils se sont intéressés ici à des patients qui sont en post-infarctus, mais qui n'ont pas de dysfonction ventriculaire gauche, donc qui n'ont pas l'indication à la pose d'un défibrillateur ou ultérieurement à la pose d'un défibrillateur. Alors, ils prennent ces patients-là qui avaient des Schatzvask élevés, supérieur ou égal à 4, qui n'avaient pas d'indication de pacemaker, de défibrillateur, qui n'avaient pas de FA connu. Ils les randomisaient, un groupe, ils leur mettaient le moniteur cardiaque implantable, c'est le biomonitor, et un groupe, ils les suivaient en standard. Et leur critère primaire de jugement, c'est un critère combiné d'événements cardiovasculaires qui comprend la mortalité cardiovasculaire et les hospitalisations pour arythmie, SCA, insuffisance cardiaque, AVC, embolie systémique, hémorragie majeure. Et puis, en critères secondaires, ils sont également intéressés aux arythmies en général. Alors, vous voyez que dans le groupe moniteur, première information sur la gauche, vous voyez qu'il y a quand même 40% des sujets finissent par avoir un anticoagulant oral, 20% finissent par avoir un pacemaker, 20% ont une diminution de leur dose de bêta-bloquant, parce qu'ils ont post-infarctus, 10% ont eu des antiarythmiques, 10% ont eu une augmentation des bêta-bloquants, 5% ont eu un défibrillateur. La fraction d'éjection moyenne était autour de 50% pour l'information dans cette étude. Deuxièmement, information intéressante, le moniteur cardiaque implantable diagnostique plus d'arythmies. Vous voyez sur la droite, les arythmies, là, il y avait un suivi à 2 ans, et vous voyez qu'il y avait plus d'arythmies diagnostiquées par le moniteur cardiaque implantable. Alors, pour information, cette étude a été interrompue précocement, pas pour un bénéfice, mais parce qu'il y avait plus d'événements non cardiovasculaires dans le groupe moniteur cardiaque implantable. Il y a probablement un biais de recrutement, peut-être un biais de surveillance de ces patients, puis on trouve beaucoup d'événements extracardiaques. Alors, le critère primaire de jugement est négatif, malgré le fait qu'on détectait plus d'arythmies. Il n'a pas été retrouvé de réduction des événements cardiovasculaires dans le groupe moniteur cardiaque implantable. Alors, quand même, un tout petit espoir, c'est qu'en fait, dans cette étude, vous voyez en bas à gauche, les patients qui ont un non-stémie ont un taux d'événement cardiaque plus important que les patients avec stémie. Et là, je vous ai zoomé la partie avec le critère primaire dans le groupe non-stémie et dans le groupe stémie. Et vous voyez à droite, dans le groupe non-stémie, c'était significatif, mais vous voyez que là aussi, c'est un critère secondaire sur un critère primaire qui est négatif. Stricto sensu, on ne peut rien dire. Donc bon, ça donne une idée, mais je pense qu'on n'est pas encore au point de mettre des moniteurs cardiaques implantables sans raison particulière, notamment post-infarctus pour le moment. Deuxième étude, je quitte les moniteurs cardiaques implantables, je vais à l'occlusion de l'auricule. Ça s'intéresse beaucoup à l'occlusion de l'auricule, puisque finalement, c'est une indication de grade 2 dans les recommandations ESC sur la fibrillation atriale, mais c'est une procédure interventionnelle et que l'une des problématiques, c'est finalement, est-ce que cette occlusion, est-ce qu'il y a des fuites résiduelles, est-ce que l'occlusion est complète ou pas? Et là, dans ce LAAO Registry, c'est un large registre américain qui a plus de 50 000 patients. Vous voyez, donc c'est quand même, je pense, quasiment le plus gros registre que je connaisse sur l'occlusion de l'auricule. Alors, pour info, on avait des données d'autres études et d'autres registres sur finalement la présence ou pas d'occlusion incomplète, et ce taux d'occlusion incomplète était variable, mais était souvent entre environ 10 et 15%. Alors, dans cette étude, vous voyez que dans la vie réelle, il y a 75% des sujets qui ont une occlusion complète, donc c'est parfait. Et puis, il y a un bon tiers, 25%, un bon quart,
qui ont une fuite, mais moins de 5 mm à l'ETO, parce qu'ils avaient tous une ETO de contrôle. Et puis, il y avait une très, très faible proportion, très peu de sujets, moins de 1%, qui avaient une occlusion qui était incomplète et il restait de larges leaks de plus de 5 mm. Leurs critères primaires de jugement, c'était des critères finalement emboliques, AVC embolie systémique, AIT, et les critères secondaires, c'était les événements hémorragiques. Alors, là aussi, je vous ai résumé sur cette slide les principales données. Vous voyez que finalement, si on s'intéresse en bas à gauche aux critères primaires de jugement sur les AVC, vous voyez que le fait d'avoir, même si finalement, vous voyez, les courbes sont très, très rapprochées, hein, mais comme on a 50 000 patients, on arrive à tirer des différences significatives. Vous voyez, il y a plus d'événements ischémiques chez les patients qui avaient une occlusion incomplète faible. Pour les occlusions qui étaient plus importantes, c'était pas démontré parce qu'il y avait peu de patients et peu d'événements. Deuxièmement, vous voyez en haut à droite, c'est l'autre critère majeur évalué, qui est le critère secondaire principal, qui est les hémorragies majeures. Vous voyez qu'il y avait également plus d'événements hémorragiques dans le groupe avec occlusion incomplète faible versus non-occlusion. Alors, pour info, il n'y avait pas de différence significative entre le groupe fuite faible et fuite importante. Voilà, mais sachant que le groupe avec les larges inocclusions, il y a peu de patients et donc on ne peut pas trop en tirer d'événements. OK, next. Donc, en gros, voilà, finalement, cette étude donne quand même des informations. Elle montre que finalement, la plupart du temps, l'occlusion est bonne. Dans 75%, elle est complète. Dans 25%, il y a vraiment des très petites incongruités qui persistent. Et finalement, cela est associé à un taux 10-15% d'augmentation du risque d'événements emboliques et hémorragiques, sachant que, bien sûr, c'est une étude observationnelle, sachant que l'imagerie n'était pas, à 45 jours, n'était pas en routinière chez tout le monde, sachant qu'on était ici juste avec la première génération d'un des devices qui est le Watchman, etc., et que c'était une étude dont le suivi était limité à 1 an, mais c'est quand même un élément important. Alors ça, c'est mon coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est l'étude Pacifique. Alors, vous savez, on a nos nouveaux, qui sont plus nouveaux, nos anticoagulants redirects qu'on adore, qu'on utilise dans la fibrillation atriale, qu'on utilise en embolie pulmonaire. Et puis, vous avez adoré les AOD, vous avez adoré l'avenir, encore plus. C'est qu'on a d'autres molécules qui sont en cours de développement. Ici, c'est une étude de phase 2 et avec un anticoagulant, un anti-11, l'asundexian, mais je pense qu'au fur et à mesure, j'arriverai bien à retenir son nom, et qui a un anti-11. Alors là, on n'est pas encore dans les études de phase 3, mais on est vraiment dans les études de détermination de dose. Il y a plusieurs bras de cette étude Pacifique. Il y a la fibrillation atriale, il y a l'AVC non cardio-embolique, il y aura l'infarctus. Alors, ce qui est intéressant, c'est le concept, c'est de dire que finalement, dans le cas, bien sûr, voilà, sans anticoagulant, vous pouvez à la fois former des caillots et à la fois vous avez votre coagulation est active et vous pouvez arrêter un saignement. Le problème, c'est que quand on donnait nos anticoagulants oraux, bien sûr, on lutte contre les thrombus. Mais l'inconvénient en bas à gauche, c'est que s'il y a un saignement, vous pouvez avoir un saignement. Et donc, l'idée, c'était, est-ce qu'on donne un mécanisme différent d'agir sur le facteur 10, puisque finalement, le facteur 10 jouait aussi sur ces caillots qui empêchaient le saignement. Et l'idée du facteur 11, d'inhiber le facteur 11, serait qu'on agirait plus sur le thrombus et qu'on générait moins la voie des facteurs tissulaires et donc l'activation de la thrombine qui bloquerait les saignements lorsqu'il y a un saignement et les caillots pourraient se former. Concept intéressant et donc c'est pour ça que l'étude va s'intéresser ici au risque de saignement et ses critères primaires de jugement. Alors, c'est une étude de dose. Donc, ils évaluent 2 doses de l'asundexian à 50 mg chez 250 patients, à 20 mg chez 250 autres, versus apixaban. Alors là,
On les suit à 12 semaines. Et puis après, il y avait une période observationnelle pendant 2 semaines. Et c'est vraiment une étude de détermination de dose. Et le critère primaire de safety, c'est les hémorragies selon le critère ISTH, majeur ou non majeur. Et puis, ils sont intéressés à l'inhibition du facteur 11 et également à d'autres facteurs d'efficacité. Alors, la population moyenne, vous voyez, c'est une population en moyenne d'environ 73-74 ans. Et il y a 30% de coronariens, 30% de diabétiques, 30% d'insuffisants rénaux, avec un chasse-vasque, vous voyez, qui est très, très faible, plus faible que ceux de nos études randomisées, qui est à moins de 2 et là, proche de 1 finalement, 1,5 de moyenne. Et sur le critère en haut, à droite, en haut, vous voyez, sur le critère de safety, vous voyez, sur la droite, vous avez des colonnes avec l'apixaban, et puis sur les autres colonnes, vous avez l'azundexion. Vous voyez qu'il y a eu une diminution significative des hémorragies sur un critère ISTH avec l'anti-11. Donc, c'est publié, vous voyez, en même temps, vous voyez, la publication, elle est là. Donc, vous voyez, en gros, c'est un nouveau facteur qu'on est impatient de voir arriver, un nouveau anticoagulant qui pourrait avoir un intérêt puisque non seulement on attend les données d'efficacité, mais les données de tolérance, vous voyez qu'on voit déjà qu'il y a une tolérance meilleure qu'un anti-10 et bien sûr, on attend l'étude de phase 3, voilà, on attend avec impatience. Alors là, je tombe bien, je suis à la fin, je vous ai tenu plus d'une heure. Et la dernière étude que je vais présenter, ce n'est pas une étude d'anticoagulation, ce n'est pas une étude d'EFA, ce n'est pas une étude de rythmo. Et je rejoins le professeur Gilles Baron-Rochette tout à l'heure qui parlait d'études d'anesthésie. C'est une étude d'anesthésie de chirurgie. Et moi, ça m'a parlé parce que en ablation de l'AFA, on peut avoir des complications hémorragiques. Et on cherche toujours des moyens, bien sûr, les antidotes, des anticoagulants, le geste chirurgical pour traiter le saignement s'il y a une plaie qu'il faut aller fermer. Mais il y a également d'autres médicaments, et notamment l'acide tranexamique, qui est vraiment un médicament assez simple d'utilisation, qui est pas cher et donc qui est intéressant. Alors, là, c'est une étude qui n'a rien à voir avec l'ablation de l'AFA. Ils sont intéressés à des chirurgies non cardiaques chez des patients qui sont à risque. C'est des patients qui ont un certain nombre de facteurs de risque, qui ont d'ailleurs une hypertension artérielle, qui ont au moins un traitement antihypertenseur. Alors, ils ont exclu les patients qui ont une fraction d'éjection basse, en insuffisance cardiaque décompensée, les chirurgies cardiaques, les chirurgies neurologiques. C'est essentiellement des chirurgies orthopédiques, d'ailleurs, il me semble de mémoire. Ils ont exclu les insuffisants rénaux sévères. Et ils ont évalué d'ailleurs, ils ont évalué 2 stratégies. C'est une double randomisation. Donc, quand même, 9000 patients étaient randomisés entre acide tranexamique et placebo. Et 7500 patients étaient randomisés entre une stratégie qui évite l'hypotension et une stratégie qui évite l'hypertension. Alors, pour info, là, les stratégies sur la pression artérielle, je vous donne spoiler, c'est négatif. C'est-à-dire, en gros, il n'y a pas de différence. Que vous utilisez une stratégie à base d'éviter l'hypotension ou d'éviter l'hypertension, c'est négatif. Alors, je vais challenger demain mes collègues anesthésistes de dire, est-ce que vous voulez vraiment arrêter les IEC avant? Parce que finalement, on va se rendre compte que finalement, il n'y a pas trop de bénéfices. Ce sera intéressant d'avoir leurs commentaires demain. Alors, l'acide tranexamique, donc finalement, c'est un médicament qui est utilisé, mais pas souvent, qui est utilisé parce qu'il peut jouer sur la coagulation. C'est un antifibrinolytique qui peut être administré au moment de la chirurgie. Donc, il a peu de contre-indications finalement, et donc on pourrait même peut-être nous le recommander. Alors, c'est publié en même temps dans New England, donc je vous mets en exclusivité la figure de New England, et vous voyez que dans le groupe acide tranexamique, vous voyez, c'est largement net, diminution des hémorragies. Diminution des hémorragies sans augmentation. Alors, c'est pas ils avaient prévu une évaluation de non-infériorité sur les événements cardiovasculaires, mais l'événement, c'était pas. On voit bien que les deux courbes sont très proches, mais on ne peut pas dire qu'elles sont non inférieures en termes d'événements cardiovasculaires. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que l'idée, c'est que, alors bien sûr, il n'y a pas de sous-groupe particulier. Vous voyez, que ce soit orthopédique ou non orthopédique, le bénéfice en termes de risque hémorragique, il est du côté de l'acide tranexamique. Et en termes de safety cardiovasculaire, vous voyez qu'il n'y a rien de particulier qui sort en termes de type de chirurgie, taux d'hémoglobine, de fonction rénale ou de BNP. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était la réflexion qui était tirée dans cette étude et qui était de dire, bon, finalement,
suspendre ou pas suspendre les IEC et les ARA2. Donc peut-être ça n'a pas beaucoup d'intérêt et que finalement on devrait réfléchir à cela. Et puis finalement également ils disent que s'ils étaient amenés à utiliser cette training islamique largement pour les chirurgies non cardiaques, vous pouvez imaginer les prothèses de hanche et les chirurgies à risque hémorragique, mais on évalue finalement, ils évaluent rien qu'aux États-Unis, qui pourrait que sur de manière annuelle, si on prend 300 millions de chirurgies dans le monde annuellement, on pourrait prévenir 30 millions de transfusions. Donc, c'est-à-dire on réduirait le taux de transfusion de 40%. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant pour la pratique. Voilà, donc j'ai l'honneur de clôturer la session qui a duré 1h10. Je remercie encore, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, le soutien de l'Alliance BMS-Pfizer pour le soutien institutionnel au CNCH pour ces différentes activités. On a d'autres surprises qui arriveront au deuxième semestre, hormis nos webinaires. Il y a des surprises intéressantes que je vous invite déjà à suivre. Jeudi, un autre webinar je vous invite également à suivre, parce que celui-là, il est un peu particulier. On l'a fait le mardi. On continue nos webinaires du jeudi. Voilà, on n'aura pas le temps des questions. Je vous remercie, je remercie tous vraiment d'avoir… je vous remercie déjà l'audience d'être resté. Il n'y a pas vu personne se déconnecter, donc merci encore. Je remercie nos experts d'avoir travaillé, d'être avec nous assez tard. Géraldine qui est encore au bureau. Voilà. Merci à tous et à très très bientôt pour un prochain webinaire. Bye bye. Merci Walid.